Imaginez une prof en criminologie qui est en fait une criminelle. C'est exactement l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est complètement hallucinante. Et tout ça va se passer en Australie, en 1994, à Newcastle, qui est une ville portuaire. Ville portuaire située à environ 160 km au nord de Sydney. Donc elle a des plages très belles qui s'étendent le long de la côte australienne, mais également des quartiers historiques qui vont témoigner de son passé industriel qu'on connaît, et son université réputée, Newcastle, qui représente un lieu idéal pour les jeunes adultes qui veulent construire un avenir en étudiant dans les hautes études. C'est dans cette atmosphère relativement dynamique que Joe Sink va poursuivre ses études d'ingénierie civile à l'université de Newcastle. Ce Joe Sink, c'est l'un des personnages principaux de l'histoire, vous allez comprendre. Il est le fils de Nino et Maria Sink, qui sont des immigrants italiens ayant quitté leur terre natale pour construire une nouvelle vie en Australie. Évidemment, Joe, il représente la fierté de ses parents, puisqu'il est en école d'ingénieur, c'est un fils d'immigré qui a réussi à faire des hautes études. Les parents sont très contents. Joe, il reflète typiquement le mec qui vient de la Méditerranée, il a les cheveux noirs, les yeux sombres. Il est connu également pour son sourire chaleureux qui illumine instantanément une pièce. Il est extrêmement sociable, extrêmement généreux, et tout ça va lui permettre de constituer un cercle d'amis extrêmement fidèle durant toutes ses années universitaires. Donc voilà, il se fait plein de potes, il fait la Java. Un étudiant lambda, vous me direz. Travailleur et déterminé, il vient tout juste d'obtenir son diplôme d'ingénierie civile, ce qui représente l'aboutissement de sa carrière universitaire, on va dire. Il est extrêmement fier, ses parents aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc au foyer, l'ambiance, elle est imprégnée de traditions italiennes. Maria, elle prépare souvent les plats traditionnels qui rappellent leur Italie natale, tandis que Nino, lui, s'occupe méticuleusement de son jardin, cultivant notamment des tomates, dont notre cher Joe raffole. C'est important de montrer un peu le contexte dans lequel on va évoluer, parce que vous allez voir, ça va mal tourner. Les valeurs familiales de travail et d'honnêteté sont profondément ancrées dans leur quotidien et façonnent la personnalité de Joe, qui est réputé pour son intégrité et son sens du devoir. On est à présent un soir de 1994, durant une soirée universitaire. Les étudiants ont prévu une petite teuf. Joe, ce soir-là, va faire une rencontre qui va changer le cours de son existence. Il va rencontrer une fille qui s'appelle Anu Singh, qui est présente à cette soirée. Elle a été invitée par des amis communs. Elle est d'origine indienne et elle se distingue par sa beauté exotique et son intelligence vive. Elle est plus petite que Joe, avec des longs cheveux noirs et des yeux expressifs. Elle attire immédiatement son attention. Joe, il voit cette nana, il tombe sous le charme. Il la trouve très belle. Anu, de son prénom, n'est pas une étudiante de Newcastle, mais de l'Université nationale australienne de Canberra. Canberra, qui est la capitale de l'Australie, hein. Attention à ne pas confondre avec Sydney. Donc cette université, c'est une prestigieuse institution où elle poursuit des études de droit. Elle est en visite chez des amis pour le week-end. À ce moment-là, elle profite de ce week-end justement pour aller à cette soirée. Alors quand Joe l'aborde à cette fameuse soirée, la conversation, elle va s'engager naturellement. Ils vont découvrir des centres d'intérêt communs et vont partager leurs ambitions professionnelles. Joe, il est impressionné par l'éloquence et la vivacité d'esprit de cette fille. Tandis qu'Anu est apparemment charmé par la simplicité et la gentillesse du garçon. Ok. Quand on dit de vous que vous êtes quelqu'un de simple, c'est pas forcément un compliment, hein. Il est simple et gentil, on l'a tous entendu. C'est comme les fameux savons à Noël, hein. Tu sais pourquoi tu les as. Avant la fin de la soirée, ils vont échanger leur numéro de téléphone, commence par une rencontre fortuite en soirée étudiante, probablement un petit peu beurrée, va finalement se transformer en relation à distance. Parce que ils sont pas dans la même ville comme on l'a vu. Malgré les 400 km qui séparent Newcastle et Canberra, Joe et Anu trouvent le moyen de se voir régulièrement. Anu, elle s'appelle... J'ai un peu de mal avec son prénom, j'ai toujours envie de dire Anu. Ils vont finalement passer des heures au téléphone, discutant de tout et de rien, construisant une complicité qui se renforce au fil des semaines. Joe, il va faire souvent l'aller-retour pour aller la voir à Canberra, et plus il y va, plus évidemment les deux s'attachent. Forcément, les liens vont se renforcer, vous avez compris. Et en 96, Joe, il va décider de prendre un tournant majeur, parce que 2 ans après sa rencontre avec Anu, sa carrière professionnelle, elle va prendre son envol. Une entreprise d'ingénierie civile basée justement à Canberra, donc là où est Anu, qui va lui proposer un poste prometteur. Lui, évidemment, il va saisir cette opportunité d'aller travailler dans une entreprise absolument incroyable, et en plus de pouvoir rejoindre Anu, sa bien-aimée, qui elle continue ses études de droit à l'Université nationale australienne. Bon, il va quand même prendre un peu de temps pour réfléchir, ils vont également discuter beaucoup tous les deux, et lui avec ses parents, et finalement Joe il va accepter l'offre qu'on lui fait. Il va quitter le cocon familial de Newcastle pour s'installer à Canberra, capitale fédérale australienne, je le rappelle encore une fois. La ville elle est connue pour son architecture très moderne et ses espaces verts soigneusement aménagés, ce qui contraste beaucoup avec la ville d'où il vient, notamment Newcastle, qui est plutôt maritime et industrielle. Elle est construite selon un plan précis au début du XXe siècle. Canberra est une ville administrative où le rythme de vie diffère considérablement de celui auquel
auquel Joe est habitué. Le quartier d'O'Connor, où Joe et Anu décident de s'installer ensemble, est une zone résidentielle paisible située au nord du centre-ville. Elle est caractérisée par ses rues bordées d'arbres et ses maisons de style bungalow. Le cadre de vie il est plutôt confortable, malgré la modestie du truc, parce que vivre dans un bungalow, c'est pas non plus le luxe incroyable, mais on y vit bien. Pour Joe, ce déménagement, il représente un véritable acte d'amour. Il va laisser derrière lui la sécurité de son environnement familier, mais aussi la proximité de ses parents. Et justement, cette décision, elle est compliquée pour ses parents, Marie et Nino, qui voient leur fils prendre son envol et s'éloigner. Évidemment, pour tous les parents, c'est compliqué de voir ses enfants partir loin, on le comprend. L'adaptation de Joe à son nouveau cadre de vie, il est remarquablement rapide. Dans son entreprise où il est employé, il va impressionner ses supérieurs par son professionnalisme et sa capacité à s'intégrer à l'équipe. Ses collègues apprécient sa nature amicale, mais aussi sa disposition à partager ses connaissances. Très rapidement, il va se constituer un nouveau cercle d'amis, principalement composé de collègues et de connaissances d'Anu. Et elle, de son côté, Anu, elle étudie encore le droit, comme on l'a vu, elle est extrêmement intelligente, elle est première de sa promo, c'est une tête absolue. Dans les cercles universitaires, elle est même reconnue comme une étudiante prometteuse avec un avenir brillant dans le domaine juridique. Elle est extrêmement intelligente, elle a une confiance en elle absolument incroyable, tout le monde dit qu'elle va percer de ouf, ça va le tourner. Pour les personnes extérieures, Joe et Anu représentent le couple tout simplement idéal. Lui qui est ingénieur civil, travailleur et relativement terre-à-terre, elle, la brillante étudiante en droit aux aspirations élevées. Leur différence, elle semble se compléter. Ils sont jeunes, beaux, intelligents, avec un avenir prometteur, voilà, c'est vraiment le stéréotype du couple absolument incroyable. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a une douille. Cependant, il y a toujours un revers, tu vois la médaille comme ça. Évidemment, derrière cette façade de bonheur et de réussite, il y a des fissures qui vont commencer à apparaître tout doucement. Ça pique, notamment à cause de la pression des études intensives qui commencent à peser sur Anu, dont le comportement va devenir de plus en plus imprévisible. Elle devient bizarre. Elle a notamment des sauts d'humeur inexplicables, des périodes d'anxiété intenses, alternant avec des moments d'euphorie. Le Joe, qui est un petit peu de la vieille école, il va dire bon, c'est une femme, elle est stressée, elle gère pas bien son stress. Il met ça sur le dos de problèmes hormonaux, tout le bordel. On connaît, les années 90, on pouvait dire des choses comme ça, il n'y avait pas de problème. Ce qu'il ignore encore, c'est que ces symptômes sont les premiers signes d'une détérioration plus profonde de la santé mentale d'Anu, qui va progressivement transformer leur relation idyllique en un véritable cauchemar. À mesure qu'on avance dans l'année 1996, le comportement d'Anu va devenir extrêmement bizarre. Un jour de printemps, Anu va se réveiller en panique, convaincue qu'elle souffre d'une maladie grave. Elle va se plaindre de douleurs abdominales intenses et d'une sensation de brûlure à l'estomac. Joe, il va avoir peur et il va l'accompagner évidemment à l'hôpital. Il se dit, elle est en train de canner, c'est ma femme, je l'emmène à l'hôpital. Normal. Après plusieurs heures d'attente et une batterie d'examens, les médecins ils vont trouver aucune anomalie physique. Ils vont suggérer que ces symptômes pourraient être liés au stress et recommandent du repos à Anu. Sauf que là, Anu, elle va pas être convaincue et elle va devenir complètement obsédée par la santé. Elle va devenir hypocondriaque à une échelle que vous n'imaginez même pas. Elle va commencer à tenir un journal détaillé de ses symptômes, consulte plusieurs médecins et spécialistes. Elle va passer des heures sur internet à rechercher des explications possibles à son mal-être. Malgré les diagnostics répétés qui ne révèlent aucune pathologie organique, elle va rester persuadée que son corps est attaqué de l'intérieur par une maladie que personne ne trouve, notamment la médecine conventionnelle. Elle pense presque qu'on lui cache des choses, elle devient parano. Elle va répéter sans cesse que les médecins ne comprennent pas, mais également « je sens quelque chose qui ne va pas, mon corps se dégrade ». Donc elle pensait qu'elle pourrissait de l'intérieur. Il y a un nom pour cette maladie. Parallèlement, ses habitudes de sommeil vont également se dérégler. Elle passe des nuits entières éveillée, absorbée dans ses recherches médicales. On les connaît, les Doctissimo, les trucs comme ça. On l'a tous fait. On a tous paniqué une fois. Et donc elle est là-dedans, elle est là à rédiger frénétiquement dans son journal tous les symptômes qu'elle peut répertorier, suivis de journées où elle reste littéralement au lit, épuisée et léthargique. Cette alternance plutôt inquiétante d'hyperactivité à faire des recherches toute la nuit sur sa maladie, sa pseudo-maladie, et sa totale léthargie la journée, ça va devenir son quotidien. Autant vous dire que c'est pas tenable. L'anxiété d'Anu se manifeste également dans ses relations sociales. Elle devient extrêmement suspicieuse envers certains de leurs amis, accusant parfois Joe de ne pas la soutenir suffisamment, ou alors de minimiser ses problèmes de santé. Vous avez des disputes qui vont commencer à éclater pour des motifs insignifiants, suivis de périodes de réconciliation intenses où Anu se montre excessivement affectueuse et dépendante. Évidemment, Joe, lui, il est complètement perturbé par ce comportement qui est anormal, sauf qu'il est profondément amoureux, donc il reste avec elle. Il va accompagner Anu à ses rendez-vous médicaux, l'écoute pendant des heures, détailler ses symptômes complètement invraisemblables, et tente évidemment de la rassurer sur ses craintes. Il passe sa vie à lui dire « t'inquiète pas, ça va », voilà, bon, c'est chiant, mais il fait ça. Sauf que, évidemment, tout ça va déteindre sur Joe, et il va commencer à souffrir également. Notamment à son travail, on va commencer à voir des signes de fatigue chez lui. Ses collègues vont remarquer ses cernes et son manque d'entrain habituel. Quand on lui demande si tout va bien, il répond invariablement que ce n'est qu'une période difficile qui passera bientôt. Évidemment, à son travail, il ne parle pas des problèmes de sa conjointe, tout ça pour préserver son intimité, ce qui est tout à fait normal.
On est maintenant au printemps 1997 et sur les conseils de son médecin, Anou elle va commencer à consulter un psychiatre, notamment un psychologue plus précisément. Ce professionnel suggère qu'elle pourrait souffrir d'un trouble dysmorphique corporel, une condition caractérisée par une préoccupation excessive concernant des défauts physiques perçus ou imaginaires. Il va évoquer également la possibilité d'un trouble anxieux généralisé et d'une dépression. Ces diagnostics vont enfin donner à Anou de la matière sur ses problèmes. Elle va pouvoir poser des noms aux maladies potentielles qu'elle a, notamment peut-être une dépression, une dysmorphie, des choses comme ça. Mais au lieu d'accepter l'aide proposée, elle va rejeter cette approche psychologique. Parce que pour elle, ces problèmes, ils sont réels et physiques, et non psychosomatiques ou dans la tête. Elle va rapidement arrêter ses séances de thérapie, convaincue que le psychologue, comme les médecins avant lui, ne comprennent absolument pas la situation. C'est à ce moment-là que Anou va s'intéresser, toute seule comme une grande, aux médicaments qui pourraient la soigner. Est-ce que vous sentez la pente glissante? C'est-à-dire qu'elle fait ses diagnostics toute seule, et maintenant, visiblement, elle veut se traiter toute seule avec des molécules très dangereuses. Elle va d'abord réussir à se procurer des anxiolytiques, notamment des benzodiazépines, tout ça par le biais de prescriptions médicales un peu falsifiées. L'effet apaisant de ces médicaments va lui procurer un soulagement temporaire, sauf qu'elle va développer rapidement une tolérance qui la pousse à augmenter les doses. Joe, lui, va observer ces changements avec une inquiétude croissante. Il tente d'aborder le sujet de la dépendance potentielle d'Anou aux médicaments. Mais ces conversations vont rapidement se terminer invariablement par des disputes. Anou, elle va commencer à accuser Joe de ne pas comprendre ses souffrances et de vouloir la priver de sa seule source de bien-être, c'est-à-dire les médicaments. C'est rigolo, ça me fait penser à Michael Jackson encore une fois. Il avait écarté tous les gens de son entourage qui lui empêchaient d'accéder aux médicaments, donc il avait sectionné Conrad Murray, le médecin qui l'a tué finalement, parce que lui, il lui faisait des ordonnances comme s'il cédait des petits pains au lait. Et en fait, cette dépendance, finalement, elle amène à une modification de votre environnement social. En fait, vous enlisez dans un truc qui est pas bon pour vous. Joe, lui, il est tenace, il croit au mariage entre lui et elle, il se dit ça va tenir, une fois qu'elle aura fini ses études, elle sera stabilisée, donc il reste avec elle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'état mental d'Anou va se détériorer extrêmement rapidement. L'année 1997 va marquer un tournant majeur et drastique dans la descente aux enfers mentales qu'Anou va vivre. Ce qui était jusqu'alors des préoccupations excessives va devenir littéralement une obsession dangereuse pour Anou. Parce que là, elle va commencer à avoir des idées d'autosuppression, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas prononcer ce mot. L'appartement dans lequel ils vivent, autrefois havre de paix pour le jeune couple, devient le théâtre silencieux d'une tragédie en préparation. À l'université, Anou, elle maintient une façade de normalité. Ses professeurs et la plupart de ses camarades ignorent l'ampleur de ses troubles. Brillante et éloquente lors des discussions en classe, elle parvient à dissimuler son état mental fragile derrière une apparence soignée et un discours articulé. Sauf qu'évidemment, dans leur intimité, la situation elle est complètement différente. Au cours du premier semestre 97, Anou elle commence à manifester son intérêt morbide pour diverses substances et leurs effets sur le corps humain. Sa formation juridique lui donne accès à la bibliothèque universitaire où elle consulte des ouvrages de toxicologie de la médecine légale. Elle recherche des informations sur les doses létales de différents médicaments, mais aussi sur leurs interactions. Ces recherches, qu'elle effectue souvent tard dans la nuit, passent inaperçues de Joe, qui attribue ses insomnies à l'anxiété. Parallèlement, le cercle social d'Anou va se resserrer autour de quelques personnes en qui elle a suffisamment confiance pour partager ses pensées les plus sombres. Parmi eux figure Madhavi Rao, qui est une autre étudiante en droit d'origine indienne. Plus qu'une simple amie, Madhavi devient rapidement une confidente privilégiée pour Anou. Les deux jeunes femmes partagent non seulement leurs origines culturelles, mais développent également une complicité qui va bientôt prendre une dimension sinistre. Madhavi Rao, discrète et réservée, elle dénote avec la personnalité plus extravertie d'Anou. Elle partage avec Anou de longues conversations sur l'existence, la maladie, mais aussi la mort. Si elle est d'abord choquée par les confidences de Anou, notamment sur l'autosuppression, elle finit par les normaliser, les considérant comme l'expression d'une détresse psychologique plutôt que comme une intention concrète, et qu'elle commence à avoir des discussions où elle banalise l'autosuppression pour dire que c'est un phénomène normal et qu'on peut le faire. Évidemment, ne le faites pas, c'est pas bien. Donc durant l'année 97, ces crises d'angoisse, elles vont devenir de plus en plus fortes. Elle va commencer à parler ouvertement d'autosuppression à Madhavi et quelques autres amis, tous étudiants en droit. Bronnie Lins, une Australienne de 25 ans, connue pour son pragmatisme et son ambition. Tanaya Glynn, 24 ans, qui est particulièrement sensible aux questions de santé mentale en raison de son propre passé familial. Alex Chen, 26 ans, qui se distingue par son approche analytique et détachée des problèmes. Ce qui alarme davantage ses confidentes, c'est qu'Anou ne parle pas seulement d'autosuppression, si vous voyez ce que je veux dire, mais elle commence à dire « je vais emmener Joe avec moi ». C'est pas bon,
ça glisse. Elle dit « Je ne veux pas partir seule, que Joe m'aime tellement qu'il voudrait être avec moi, même après la mort. » Ça fait penser un peu aux mecs qui vont piloter des avions et qui s'envoient dans l'eau, hein, comme le MH370, on sait que c'est ça. Hein. Ces déclarations troublantes, elles sont généralement reçues par un mélange d'incrédulité, mais aussi de malaise. Imaginez votre pote, il vous dit « Bon, je pense que je vais emmener l'autre Joe avec moi, là, parce que j'en ai marre, je suis fatigué. » Tu dis « Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot, quoi, calme-toi. » C'est un petit peu le délire XDDL, hein, même si on sait pas si lui s'est terminé après dans le sud de la France ou ailleurs. Je pense que XDDL est dans les montagnes, dans le sud de la France quelque part, avec son fusil. C'est une autre histoire. Durant cette période, Anno, elle va commencer à expérimenter des substances dangereuses, notamment plus dangereuses que les anxiolytiques qu'elle prenait d'abord. Elle va se procurer du rohypnol, qui est un puissant sédatif connu pour ses effets amnésiques, prétextant des troubles du sommeil sévères. Plus inquiétant encore, elle va développer une fascination pour ceux-ci, je le mettrai à l'écran un peu troublé pour pas que j'ai de problème. Sans expérience préalable avec les dés durs, elle va s'intéresser de plus en plus à cette substance très toxique, se renseignant méticuleusement sur ses effets psychologiques et les doses susceptibles d'être fatales. On est vers la fin 97 en septembre et Anu, elle va franchir un cap décisif. Donc par l'intermédiaire de connaissances périphériques du milieu universitaire, elle va se procurer cette fameuse substance que vous voyez à l'écran. Cette acquisition, elle n'est pas destinée à une consommation récréative, mais dans un but macabre, notamment l'élaboration d'un plan extrêmement sombre qui se précise dans son esprit tourmenté. Joe, absorbé par son travail et toujours convaincu que les problèmes d'Anu sont temporaires, il perçoit aucune gravité dans la situation. Il va remarquer bien sûr ses sauts d'humeur, qui sont de plus en plus prononcés, mais également ses périodes d'isolement suivies de phases d'hyperactivité sociale, mais il attribue encore tout ça au stress de ses études, et voilà, il s'inquiète pas plus que ça. Pourtant, il devrait. A contrario, les parents de Joe, donc Nino et Maria, eux, ils vont voir que la situation a plu un peu du fion. Parce qu'eux, ils viennent souvent rendre visite aux deux à Canberra, ils viennent les voir, et eux, ils vont sentir comme ça qu'il y a une petite odeur de mort. Maria, donc la maman de Joe en particulier, elle s'inquiète du comportement erratique d'Anu, mais également de son amaigrissement extrême, mais aussi l'amaigrissement de Joe, parce que lui aussi suit ce régime alimentaire où tu bois que du jus de chaussette. Forcément, tu maigris. Lors d'un appel téléphonique, elle va exprimer ses préoccupations à Joe, qui la rassure en minimisant la situation. Il dira au téléphone « Tout va bien maman, Anu traverse une période difficile avec ses examens, mais ça ira mieux après ». Cette conversation qui a lieu en 1997 entre Joe et Maria, sa mère, sera l'une des dernières. À mesure que le mois d'octobre avance, le plan d'Anu, il va prendre forme de façon plus concrète. Elle commence à discuter avec Madhavi des détails logistiques de ce qu'elle appelle maintenant son départ. Elle évoque notamment l'organisation d'un dîner d'adieu, où elle annoncerait son intention de s'auto-supprimer à ses amis. Dans son esprit troublé, ce scénario, il prend l'allure d'un événement presque cérémoniel. Plus inquiétant encore, elle va commencer à élaborer le moyen par lequel elle entraîne Joe avec elle. Elle compte l'endormir avec le rohypnol, et ensuite lui injecter l'autre dé qu'on a vu juste avant, à une dose mortelle. Elle va à présent organiser un truc absolument incroyable et macabre, une répétition générale. La meuf a fait une pièce de théâtre, littéralement. Cette répétition générale pour l'organisation de cet assassinat, hein, tout simplement, c'est un dîner prévu pour le 24 octobre 97. Anu, elle va inviter plusieurs personnes, dont Madhavin Rao, Bronwyn Lee et Tanya Glynn, mais aussi Alex Chen, qui sont ses amis de l'université. Et son intention est de tester la faisabilité de son plan en glissant des sédatifs dans la boisson de Joe pour observer ses réactions. Alors, ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que plusieurs invités qui vont venir à ce repas sont au courant de ce que veut faire Anu. Ils le savent. Et ils ne vont rien faire pour protéger Joe. Ils vont laisser faire. Cette conspiration du silence, motivée par une combinaison de scepticisme, d'incrédulité et peut-être de fascination morbide, elle sera évidemment plus tard au cœur des questionnements éthiques soulevés par cette tragédie. Le soir du 24 octobre 1997, le dîner de répétition générale se déroule dans l'appartement du couple sur Dryanda Street. L'atmosphère, elle est tendue sous une apparence de normalité. Joe, ignorant tout du plan, il va se montrer comme à son habitude accueillant et chaleureux avec les invités. Anu, elle est nerveuse mais déterminée. Au dernier moment, elle va hésiter à verser le somnifère dans son café. Et finalement, ce soir-là, elle ne passera pas à l'acte, elle ne va pas l'endormir. Et finalement, les invités vont repartir et aucun incident ne s'est produit. Joe, il sent quand même qu'il y a un truc bizarre, l'atmosphère, elle est étrange, parce que les gens, ils repartent. Voilà, il y a un truc qui sent pas bon. Sauf que le Joe, il sait pas ce qu'il attend le lendemain. Parce que Anu va décider, après ça, de mettre son plan à exécution dans les 24 heures qui suivent. On est à présent le 25 octobre 1997, qui est une journée absolument ordinaire pour tous les Australiens, mais pas pour Joe, car ce sera le dernier dîner
de toute sa vie. La journée, elle va débuter normalement pour le couple. Joe, qui travaille occasionnellement le samedi, il va rester à la maison ce jour-là pour aider Anu à préparer un dîner qu'elle a prévu d'organiser le soir même. Contrairement à la soirée de la veille où plusieurs personnes étaient invitées, ce dîner il est prévu pour un cercle plus restreint. Anu avait invité quelques amis qui ne sont pas nécessairement au courant de ses intentions. Au milieu de la journée, Anu avait demandé à Joe d'aller faire quelques courses pour le repas du soir. Pendant son absence, elle va sortir le Rohypnol et l'autre dé de leur cachette et les prépare méticuleusement. Elle vérifie plusieurs fois les doses, consulte ses notes et s'assure que tout est prêt pour la soirée. Son comportement, il va osciller entre une détermination froide et des moments d'anxiété intense où elle semble sur le point de renoncer. À ce moment-là, Joe, il va revenir des courses avec les provisions. En face de lui, il va voir que Anu, elle est calme et plutôt sereine. Cette apparente tranquillité qui contraste avec son agitation des jours précédents le rassure. Il interprète ce changement comme un signe d'amélioration de son état mental et se réjouit même que sa compagne est apaisée, alors qu'elle est sur le point de l'assassiner, tout simplement. Il va même lui dire texto, tu sembles aller mieux aujourd'hui, et lui fait un bisou sur le front, pour vous donner la glauquitude de la situation. Et elle répondra même, oui, je me sens mieux, je pense que les choses vont bientôt s'arranger. Joe et Anu vont préparer le repas dans la cuisine tous les deux, et vers 19h, les premiers invités vont finir par arriver. Madhavi Rao est parmi les premiers, suivi de quelques autres personnes. L'appartement, il va se remplir rapidement, et là, les gens vont rigoler, discuter, une soirée totalement normale. Joe, il est sociable et attentionné, comme à son habitude. Il s'assure que chacun se sente à l'aise, servant des boissons et engageant des discussions. Les convives, ils parlent de leurs études, de politique et de projets futurs. Mais bref, Anu, étrangement calme, elle participe peu aux conversations, mais elle observe attentivement Joe et les interactions entre les invités. Vers la fin du repas, Anu va proposer de préparer un petit café. Vous savez, le fameux « qui veut un café ?» Évidemment, Joe, il adore le café, il dit « moi, je veux bien un café, s'il te plaît ». Erreur. Dans la cuisine, elle va se mettre à préparer le café, notamment celui de Joe, dans lequel elle va verser une quantité importante de Rohypnol préalablement réduit en poudre. Cette dose bien supérieure à celle qui serait utilisée à des fins thérapeutiques va être calculée pour plonger Joe dans un état de coma limite très profond, l'empêchant de réagir à ce qui va suivre. De retour dans le salon, elle va distribuer les tasses, veillant à ce que Joe reçoive celle qui lui est destinée. Les conversations continuent alors que tous savourent leur café. Joe, ne se doutant de rien, boit le sien complètement, commentant même son goût légèrement amer qu'il attribue à une nouvelle marque. En moins de 30 minutes, les effets du Rohypnol vont commencer à se manifester. Joe, il devient progressivement somnolent, sa parole se fait pâteuse et ses mouvements moins coordonnés. Les invités remarquent ce changement, mais Anu l'explique par la fatigue accumulée durant la semaine de travail. Elle dira même, il est épuisé, il travaille tellement dur ces derniers temps. La meuf est giga glauque. À mesure que l'état de Joe se détériore, les invités commencent à partir. Certains expriment leurs inquiétudes face à l'état de Joe, mais Anu les rassure, affirmant qu'elle va s'occuper de lui et qu'il a simplement besoin de repos. Il est 23h, tous les invités sont partis. Joe, il est moitié par terre, il ne bouge plus. Et c'est là qu'Anu va commencer sa phase finale de son plan absolument diabolique. Elle va préparer d'abord la substance, la diluant selon les instructions qu'il a méticuleusement recherchées. Avec une seringue qu'elle s'est procurée préalablement, elle remplit le corps de la seringue avec la solution du produit. Puis, avec une détermination froide qui contraste avec son anxiété habituelle, elle injecte la totalité de la seringue dans le bras de Joe. L'injection, elle est réalisée de manière maladroite, témoignant de son inexpérience, mais elle parvient néanmoins à administrer la dose totale. Joe, il est sur le canapé, il est moitié conscient, mais vraiment, il est complètement à l'ouest, donc il réagit pas à cette injection. Dans les minutes qui suivent, Anu, elle observe Joe attentivement, guettant les signes d'effet du produit. Elle va pas constater immédiatement les réactions escomptées, et donc elle va préparer une seconde dose. Quelques heures plus tard, aux premières heures du dimanche 26 octobre, elle va procéder à la seconde injection. Alors cette fois, les effets sont manifestes. La respiration de Joe devient très difficile, son teint devient blanc et ses lèvres vont prendre une légère teinte bleuâtre. Autant vous dire qu'il est en train de manquer d'oxygène. Pendant plusieurs heures tragiques, Anu observe Joe lutter pour respirer sans intervenir ni appeler les secours. Ce n'est que vers 10h du matin, alors que l'état de Joe s'est considérablement aggravé, qu'Anu se décide finalement à composer le numéro d'urgence. Et lorsqu'elle appelle, sa voix, elle est bizarrement très calme et détaché. Yeah, can I get an ambulance, please? I have a person potentially overdosed on heroin. Les secours arrivent finalement à l'appartement du couple, sauf que Joe, lui, il est en arrêt cardiaque. Évidemment, ils vont essayer de lui faire un massage cardiaque, mais en vain. Il va être déclaré mort à l'hôpital. Tout ça à 11h15. À l'âge de 26 ans, le 26 octobre 1997. Dans la foulée, évidemment, il y a une analyse toxicologique qui est faite. On va voir qu'il a des produits bizarres dans le corps. Et Anu va être évidemment interrogé par la police. Comportement très incohérent durant les interrogatoires, justement. Ce qui va éveiller tout de suite les soupçons vers elle.
Évidemment, la police va chercher à comprendre la psychiatrie de Anu et ils vont comprendre qu'elle a des gros problèmes. Les psychiatres, ils vont parler littéralement de constellation de problèmes mentaux, que c'est une tempête psychopathologique, littéralement dans sa tête. Le processus de planification du meurtre, il va témoigner d'un état dissociatif extrêmement inquiétant. Anu, elle parle ouvertement de ses intentions à ses amis, comme détachée des conséquences réelles de ses paroles et de ses actes. Les heures qu'elle passe à observer l'agonie de son compagnon sans appeler les secours va constituer peut-être l'aspect le plus troublant de sa psychopathologie. Selon les experts, elle vit dans un état de paralysie décisionnelle, face aux conséquences bien réelles d'un acte longtemps fantasmé, incapable de faire marche arrière, mais également incapable d'achever son plan initial, qui inclut sa propre suppression, parce que je vous rappelle qu'à la base, elle a fait ça pour l'emmener avec lui, mais elle n'y va pas. Donc en fait, ça devient juste une assassin. Évidemment, de tout ça va découler une enquête. Le matin du 26 octobre 97, leur appartement il va rapidement être envahi par les forces de l'ordre. Vous avez des ambulanciers qui vont constater les circonstances suspectes du décès de Joe à la clinique. Anu, elle répond aux questions de manière assez normale, parfois elle s'effondre, parfois tout va bien. Bon, elle va essayer quand même de mettre une douille en disant qu'elle a trouvé Joe comme ça, sauf qu'évidemment la perquisition de l'appartement va permettre de découvrir qu'elle ment un petit peu et que c'est elle qui a fait tout ça. On va trouver notamment dans une poubelle de la salle de bain, soigneusement dissimulée sous les autres déchets, 2 seringues usagées, mais aussi dans le tiroir de la table de nuit de Anu, les enquêteurs vont trouver le flacon entamé de Rohypnol qui a servi à endormir Joe, ainsi qu'un sachet de poudre qui a permis de le terminer. Alors plus troublant encore, ils vont tomber sur un carnet d'Anu dans lequel est consigné des recherches sur les doses létales de différentes substances, avec les annotations des calculs précis. L'enquête va amener les policiers vers tout le groupe d'amis d'Anu qui va confirmer qu'elle parlait de ça constamment. Pour elle, c'était normal de faire ça et qu'elle comptait le faire. Donc ça va confirmer encore une fois que c'est bien. Tout ça va conduire évidemment à l'arrestation d'Anu pour le meurtre avec préméditation le 30 octobre 97. Mais aussi de l'arrestation de Madhavi Rao pour la complicité du meurtre le jour suivant. Parce que les gens qui étaient au courant, je veux dire, à un moment donné, ils ont rien fait. Ils ont rien fait pour sauver Joe. L'affaire, elle va prendre une dimension nationale. Et justement, cette affaire ne va prendre que 2 mois à être résolue, tellement que c'est évident. Tellement qu'il y a de preuves, tellement qu'il y a de témoins, voilà, on sait que c'est elle, c'est confirmé. Elle va être jugée. Donc la date du procès est fixée début 99, laissant plus d'1 an à la défense pour préparer sa stratégie. Le 8 février 99 va s'ouvrir au tribunal suprême de Canberra, l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire judiciaire australienne. L'affaire, elle captive absolument tout le monde, faut savoir que là-bas c'était un vrai délire. Fait inhabituel dans le système judiciaire australien, Anu a choisi d'être jugée uniquement par un juge, sans jury, une option qui est permise par la législation du territoire de la capitale australienne. Elle va choisir évidemment cette option dans l'espoir de s'en sortir, pour des raisons techniques. Évidemment le tribunal, il est blindé, tout le monde veut voir le procès. Vous avez des journalistes de tout le pays qui sont déplacés pour voir l'événement. Au premier rang, vous avez les parents de Nino et Maria qui sont là à attendre le jugement. Ils observent avec une dignité douloureuse celle qui a ôté la vie de leur fils. Et de l'autre côté de la salle, vous avez les parents d'Anu. Ils ne comprennent pas pourquoi leur fille extrêmement brillante a commis un tel acte. La défense d'Anu va s'orienter sur le fait que Anu avait des problèmes mentaux et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Son avocat dira: ma cliente n'était pas dans son état habituel, elle souffrait de troubles psychiatriques graves, etc., etc. On connaît la musique. À la barre, vous avez plein de psychiatres qui vont défiler pour prouver qu'Anu avait un problème mental et donc elle n'était pas responsable de ses actes. Ils vont bien insister sur le fait qu'elle était littéralement folle. Et c'est le 12 août 1999 que le verdict va tomber. Anu, elle est reconnue coupable, non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire avec responsabilité réduite en raison de ses troubles mentaux. Le juge Ken Crispin, dans son jugement, il va reconnaître qu'au moment des faits, les capacités mentales d'Anu étaient substantiellement altérées, ce sera ses mots, notamment par ses pathologies psychiatriques. Cette décision, évidemment, elle suscite une onde de choc dans l'opinion publique australienne, particulièrement et évidemment dans la famille de Joe. La sentence, elle est prononcée et elle va avoir seulement 10 ans de prison, avec une période incompressible de 4 ans avant une possibilité de libération conditionnelle. Donc en gros, elle doit faire 4 ans et après elle peut être libérée. Je vous rappelle qu'elle avait été emprisonnée en 97, donc sa peine a commencé en 97, son jugement était en 99. La prison que vous avez fait avant votre jugement, elle va compter, ça va se soustraire à votre peine. Et figurez-vous qu'en 2001, donc 4 ans après son emprisonnement, Anu va être libérée. Tout simplement, on la laisse comme ça partir, c'est-à-dire qu'elle a assassiné tout simplement son mec. Au revoir, tu es libre, petit oiseau. Une fois libre, elle va s'installer discrètement à Sydney, où elle va poursuivre ses études supérieures en criminologie, en psychologie légale. Évidemment, ses choix de carrière, ils sont perçus comme provocateurs par certains, et défendus par d'autres comme une démarche de rédemption, genre, voilà, c'est pour me faire pardonner, je vais devenir expert en criminologie. C'est quand même assez cocasse. C'est à partir de 2008 qu'Anu, elle va commencer à accorder des interviews aux médias. Dans ses entretiens, elle se présente comme profondément transformée par l'expérience carcérale et le travail
travail thérapeutique intensif qu'elle a entrepris. Elle dira ceci: je ne suis plus la personne que j'étais et je porte chaque jour le poids de mes actes et la responsabilité de la vie que j'ai prise. En 2010, elle obtient un poste d'enseignante en criminologie, les gars, dans une université australienne, spécialisée dans les études des troubles mentaux liés au comportement criminel. En même temps, qui de mieux pour parler de ça que elle, finalement? C'est comme si un toxicomane devenait toxicologue. C'est incroyable. Sa nomination, elle va déclencher une polémique, mais l'université, elle défend néanmoins sa décision, arguant que l'expérience personnelle d'Anou, tout comme ce que je viens de vous dire, va constituer un savoir absolument incroyable à transmettre aux étudiants. Soi-disant, elle a de l'expérience. En 2022, à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de Joe Sink, donc de son conjoint qu'elle a buté, Anou, elle va publier un essai académique intitulé « Responsabilité et rédemption », dans lequel elle analyse, avec la distance clinique de la criminologue qu'elle est devenue, les mécanismes psychologiques et sociaux qui peuvent conduire une personne éduquée et sans antécédents violents à commettre l'irréparable, exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, Anou, elle continue à faire des conférences, mais aussi à travailler dans son université. Elle a une vie normale. Est-ce que c'est pas incroyable quand même comme histoire? On n'est pas d'accord? Moi, je trouve ça complètement fou. J'espère que vous aurez apprécié. Pensez à vous abonner. Mes chers amis, je vous laisse avec cette vidéo que vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Merci à tous. Au revoir.